Et si on en parlait, comme je l'annonçais tantôt, nous allons justement aborder la question de l'orientation après le bac. Qui fait le choix? C'est une problématique très cruciale qui dérange un bon nombre d'étudiants, bon nombre de parents d'élèves. Et c'est pour cela que nous avons amené sur ce plateau ce jour ce sujet, histoire de faire de donner quelques lueurs autour de cette question. Alors, pour mener le débat, j'ai sur ce plateau Madame Shelomi, voilà, Sagbo. Elle est ancienne bachelière et elle va partager avec nous son expérience de cette période-là. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et la maison? Ça va. La famille? Tout le monde va bien. Les activités? Tout va bien. Voilà, avec vous, nous aurons Madame Sarah Idowu Djomakman. Elle est conseillère en orientation scolaire. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà, et au téléphone, nous aurons Joël Tokbonou. Il est psychologue. Il va donner également son avis sur la question. Déjà, je reviens à vous, Madame Shelomi Sagbo. Vous avez été ancienne bachelière, comme nous tous d'ailleurs. Au moment où vous avez obtenu le bac, dites-nous un peu à cette époque-là, quelles ont été vos réactions, comment ça s'est passé cette orientation pour votre nouvelle vie estudiantine? Bon, comme tout nouveau bachelier, j'étais un peu excitée parce que je me disais, bon, ouf, on a atteint un pas et que ce qui reste serait beaucoup plus facile. Donc, j'étais excitée et tout. Moi, j'avais beaucoup d'options pour ma carrière et mes études à l'université. Donc, bon, d'abord, j'ai fait un bac C pour commencer. Donc, oui, la mathématique. Oui, la mathématique, la physique. Ouais. Donc, je voulais faire l'informatique, enfin, une formation en informatique, puisqu'il y avait plusieurs. Donc, au départ, c'était mon intention. Donc, il y a un membre de ma famille qui m'a suggéré de continuer la physique, enfin, de faire d'abord la physique sur le campus, et puis après faire un master en informatique, ce que je n'approuvais pas beaucoup. Donc, comme je n'avais pas trop la facilité de m'imposer en ce moment. Vous avez quel âge pour ne pas être trop J'ai eu le bac à 17 ans. Ah d'accord, on peut dire que vous étiez encore mineur. Oui, j'étais encore mineure. Donc, je n'avais pas encore cette facilité de dire ce que je voulais et tout, puisque j'avais toujours fait la physique, les maths. Donc, c'était normal en fait pour moi qu'on me propose un truc du genre. Je n'étais pas trop pour, mais j'ai quand même fini par faire. Et quand vous avez accepté l'option de faire la physique, oui, j'ai commencé physique. Certainement, vous n'avez pas respecté votre propre volonté. Qu'est-ce que ça a donné après? D'abord, la faculté, ce n'était vraiment pas la joie. Je n'ai jamais fait une école où il y avait plus de 200 élèves en une fois. Ah oui, quand on parle de faculté, c'est 2000 étudiants, c'est 3000 étudiants. C'était compliqué, il fallait se lever tôt pour venir suivre les cours. Donc, la première année, c'était un peu fastidieux pour moi. Mais j'ai tenu bon. Et pendant que je terminais l'année, on m'a fait part d'un concours à l'école de l'OPT. Ça s'appelait ESTB en ce moment. Donc, quand j'ai entendu cela, j'ai sauté sur l'opportunité. Pour échapper aux difficultés ici. Voilà, j'ai passé le test et j'ai été admise. Donc, mon parent qui m'avait suggéré de faire d'abord la physique, d'avoir une licence en physique et après faire un master en informatique, il n'était pas pour. Donc, j'étais obligée, pour lui faire plaisir bien sûr, de cumuler les deux formations. Donc, j'étais et en télécommunication et en physique, voilà. Et est-ce que vous vous en sortiez en son temps? C'est compliqué parce que, bon, la facilité que j'avais en ce moment, c'est quand sur le campus, on ne vous demandait pas de signer un cahier pour dire que vous étiez présent. Il fallait juste composer les examens à la fin de l'année. Donc, je me débrouillais. Je prenais les cours chez les camarades et tout. Donc, j'ai cumulé les deux formations. Et à la fin, j'avais la licence en physique et le DTS en télé-informatique. Mais le fait de n'avoir pas tout de suite, je vais dire, embrasé la carrière que vous avez tant souhaité quand vous étiez au cours secondaire et que vous avez viré vers la physique, est-ce que ça n'a pas eu d'impact sur votre rendement à l'université? Non. Bizarrement, j'excellais très bien en télécommunication.
C'était beaucoup plus à la faculté. J'avais un peu de difficulté en deuxième année parce que je ne suivais pas les cours. Donc, je rattrapais, disons, à la fin de l'année. Donc là, je n'avais pas de bonnes notes, mais je passais. Alors qu'en téléinformatique, je n'étais pas mis les tout premiers et tout. Donc, je crois que c'est le fait qu'on ne puisse pas se rendre dans une faculté, avoir 10 élèves, poser son problème au professeur, mieux comprendre le cours et juste attendre la fin de l'année, composer comme on pouvait. C'est ça qui fait en fait que les gens n'arrivent pas à vite, je sais pas, à ne pas aimer faire la faculté au Bénin. D'accord. C'est très compliqué. Mais en temps, vous avez dit que c'est votre parent qui vous a conseillé la physique. Mais en dehors de votre parent, est-ce qu'il y a eu d'autres séances d'orientation scolaire Oui, en dans son le temps? l'État en avait parlé, mais moi particulièrement, je n'ai pas suivi d'orientation. Et pourquoi? Est-ce qu'il y avait des raisons particulières qui vous ont poussé? Non, là tout de suite, je ne me rappelle pas, mais ce qui est sûr, je n'ai pas suivi l'orientation de l'État. Des camarades dans le temps l'avaient fait, mais je ne pense pas que beaucoup en aient tiré quelque chose. C'est vrai que vous n'avez pas suivi, mais certainement qu'en son temps, vous savez comment ça se passe. Oui, on nous regroupait dans une salle. J'avais eu l'information. On nous regroupait dans une salle. On disait, bon, si vous faites telle formation, les débouchés, etc. Mais ce n'est pas parce que tu as fait un bac C que tu dois forcément faire une carrière scientifique. Bien sûr. Tu peux virer dans autre chose. Parce que le bac C, on avait la possibilité de faire les lettres. On était bon en tout, en fait. En maths, en physique, en français. Il fallait être moyen pour faire le bac C. Donc, on aurait pu faire n'importe quoi. D'accord. Mais parmi vos camarades avec qui vous avez fait la terminale, il y en avait qui forcément voulaient faire la même filière comme vous, mais qui après ont choisi aussi d'autres filières. Est-ce que ça s'est bien passé? Beaucoup sont allés vers l'informatique. Beaucoup sont allés vers Beaucoup, oui. Très peu, enfin pour ce que je sais, très peu ont fait autre chose que l'informatique, la science. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez justement de votre profession? Est-ce que ce choix que vous avez un temps, pour lequel vous avez un temps opté, aujourd'hui, vous le regrettez ou vous en jouissez, comme on le dit? Je ne regrette pas, mais pour dire vrai, la physique, ça ne m'a pas beaucoup servi. C'est vrai que ça m'a aidé un peu quand je faisais les télécoms parce qu'il fallait avoir une certaine base pour faire l'informatique. Donc, ça m'a un peu aidé. Mais là, actuellement, je n'en vis pas. D'accord. Donc, même la téléinformatique, je voulais faire la programmation, mais avec les péripéties de la vie, j'ai finalement viré vers le design, tout ce qui est graphisme, et site web, etc. Et puis à la fin, je suis allée vers la communication digitale. Au finish, vous avez fait un parcours, vous avez fait une aventure toujours dans votre... Oui, toujours dans le secteur. D'accord. Toujours dans le secteur. Alors, en attendant que Madame Sarah Idowu nous rejoigne sur ce plateau, nous avons également tendu notre micro à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils nous ont donné leur point de vue sur cette question d'orientation scolaire. Ils sont au micro de Yasmine Damata. Selon la fiche qu'on nous a remise à l'école avant les examens, j'ai eu à choisir l'anglais et la faculté de droit. Mais ce sont des trucs qui ne me passionnaient pas vraiment. C'est vrai qu'en anglais, je suis bien en classe, mais je préfère qu'on laisse les apprenants faire le choix, à l'aide des parents aussi, parce que chaque personne a une potentialité, chaque personne a un potentiel en lui que quand il va être dans son domaine, il va bien le développer, il va bien réussir. Donc, quand on se base sur les notes, à l'école, c'est vrai, on travaille pour avoir des notes, mais ce n'est pas pour autant qu'on sera bien dans ces notes-là. Donc, je préfère qu'on laisse le choix aux étudiants même pour qu'ils fassent leur choix. Ça devait dépendre des parents. Parce que l'élève, si moi j'ai un enfant, et je suppose que j'ai un enfant que je veux instruire, je dois pouvoir savoir sur quel chemin le mettre, quels sont les avantages, parce que le bachelier, il ne peut pas savoir ce qu'il attend après les débouchés, il ne maîtrise rien de tout ça. Là. Je pense que ça dépend beaucoup plus des parents, pas des apprenants même. Après le bac, il faut laisser l'enfant librement faire son choix. Il ne faut pas lui imposer. Il ne faut pas que l'État lui impose quelque chose. Il ne faut pas que c'est le parent, c'est la maman ou bien c'est le papa qui lui impose quelque chose. Non. Demande à ton enfant, oui, voilà que tu as le bac, tel bac. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Il faut laisser l'enfant librement choisir ce que lui-même va faire dans sa vie. Là,
il va se sentir à l'aise dedans. Non, je n'ai pas suivi les séances organisées par l'État parce que moi, bon, je savais déjà ce que j'allais faire. Je voulais être pilote ou soit mécanicien d'avion. Mais après le bac, par défaut de moyens, je n'ai pas pu avoir cette option-là. Maintenant, les parents m'ont dit que je vais m'inscrire en MP, sur le campus. Mais franchement, je ne me voyais pas dans la mathématique, tout ça là-bas. Mais j'aimais plus la technique, On ne peut pas choisir pour l'enfant au hasard, on ne peut pas choisir aussi pour nos enfants au hasard. Il faut aller fouiller d'abord pour en savoir plus. Sinon, après, l'enfant va dire, c'est mon papa qui m'a dit d'aller faire la couture, ou bien c'est ma maman qui a dit que la coiffeuse est bonne, aujourd'hui j'ai fait et ça ne me plaît pas, je vais laisser. Il y a une femme qui est venue depuis le Gabon faire son formation de journaliste au Bénin. Et elle a déjà fait 3 ans de formation. Voilà que c'est à la sortie de cette formation qu'elle a entendu parler de moi, elle est venue pour la consultation. Après la consultation liée au destin, là, on lui dit qu'elle doit faire commerçante, import-export. Vous voyez, elle a commencé par pleurer en même temps parce qu'elle a vu qu'elle a jeté beaucoup de l'argent dans cette formation et voilà que cela n'est pas de son côté. Juste après le bac, j'avais pris la CBG. Et après ça, j'ai vu que CBG là, ce n'est pas ça en tant que tel ma passion. Je me suis lancé dans le cinéma. Bon, après le bac, j'ai consulté mes notes. Bon, j'ai regardé la partie où je n'ai pas la moyenne en fonction de l'effort que j'ai fourni au cours de l'année. Donc j'ai choisi l'anglais parce qu'en anglais, bon, j'avais la moyenne un peu élevée. Voilà donc assez d'interventions de nos concitoyens béninois. Merci à vous Yasmine Damata pour cette belle Voz Pop. On revient sur ce plateau et entend notre conseillère à l'orientation scolaire nous a rejoint. Bonjour madame. Sarah Idoou, Djomakon, comment allez-vous? Très bien, merci. Et chez vous? Ça va bien, on espère que tout va bien. Oui. Un léger retard. Oui. D'accord. Alors, nous étions déjà en plein débat, la question du jour, orientation après le bac, qui fait le choix. Et madame, vous avez suivi, mesdames, je vais dire, avec moi, cette Voz Pop-là, qui nous renseigne beaucoup sur les avis des concitoyens. Madame Chelomif. Voilà. Chelomite, oui. Bon, je vois que les enfants comme moi n'étaient pas pour le choix des parents. Ouais. Donc, eux, ils voulaient prendre eux-mêmes leurs décisions. Mais contrairement à cela, les parents disent que c'est à eux de voir dans quelle matière ils sont travaillés, etc. C'était pratiquement mon cas à l'époque. C'était pratiquement mon cas. Et puis, j'ai vu aussi l'intervention. Le choix se fait selon les matières où l'enfant brille, où l'enfant travaille. Oui, alors qu'aujourd'hui, on a tellement d'opportunités. Et je trouve même que beaucoup d'enfants vont vers je ne dirais pas que c'est des filières, mais vers le travail manuel. On va revenir sur la façon dont il faut orienter justement les nouveaux bacheliers. Et vous êtes tombé en plein débat comme ça. Je vous retourne la question, votre réaction par rapport à toutes ces interventions de nos chers concitoyens. Ok, il faut savoir que pendant longtemps, l'orientation scolaire ou l'orientation professionnelle s'est faite sur la base de facteurs extérieurs tels que, on l'a vu tout à l'heure, le choix des parents, l'orientation des parents, les bulletins de notes, parfois même le prestige de l'université, les débouchés, etc. Mais aujourd'hui, lorsque nous entrons dans le domaine du conseil d'orientation, l'orientation tient beaucoup plus compte en fait aujourd'hui de l'identité de l'étudiant ou de l'apprenant que nous avons devant nous, au lieu d'orienter uniquement sur la base des facteurs extérieurs. On veut plutôt savoir quels sont le potentiel en fait qu'il y a au niveau de l'étudiant avant de l'orienter. Et je reste toujours avec vous pour vous demander puisque vous êtes conseillère à l'orientation scolaire, qu'est-ce qu'on entend par orientation et pour dire orientation scolaire? Alors, on entend par orientation le processus qui permet justement d'aider le nouveau bachelier, d'aider tout professionnel
aller faire les études qui lui correspondent, en fait, qui correspondent à son background, qui correspondent aussi à sa personnalité, à ses centres d'intérêt, à ses compétences aussi, et qui lui permettent véritablement de se sentir comme un poisson dans l'eau, autant dans les études qu'après dans la vie professionnelle. D'accord. Et qu'est-ce qui peut orienter et selon quels critères? Alors, c'est toujours mieux de faire une orientation avec des conseillers d'orientation, parce que nous sommes formés pour, et ça permet non seulement d'orienter l'étudiant par rapport à ce qu'il veut, mais également de faire des bilans de compétences qui permettent véritablement de voir si est-ce que ce qu'il veut faire, est-ce qu'il a au moins en lui de la matière pour pouvoir aller le faire. D'accord. D'accord, une question de motivation d'abord, c'est oui, ça? D'abord. Et après? Ensuite, après la motivation, il faut voir quels sont en fait, à quoi il aspire. Okay. À quoi il aspire. Est-ce que ce qu'il a comme potentiel en lui permet d'aller faire cette matière? Parce que je le dis, hein, il y a Albert Einstein qui a dit que nous sommes tous des génies, mais si nous devons juger un poisson à sa capacité de grimper un arbre, il va penser toute sa vie qu'il est stupide. Donc, il faut savoir, en fait, est-ce que l'étudiant, au-delà de sa volonté ou au-delà de la volonté des parents, de ce qu'il fasse telle ou telle formation, est-ce qu'il est véritablement préparé pour ça? D'accord. Alors, Madame Chelomif, je vais dire Sagbo, je préfère alors qu'on dit Madame Sagbo pour ne plus écorcher votre nom. Vous avez écouté la conseillère qui disait qu'il y a déjà un premier critère qui est la motivation. Aujourd'hui, on observe ou on assiste beaucoup à ces séances d'orientation scolaire. Vous avez certainement entendu parler ou bien dans vos différents travaux, peut-être assisté une fois, la façon dont on oriente les enfants, les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je n'ai pas suivi personnellement une séance d'orientation. Donc aujourd'hui, si, d'après ce que madame a dit, si ça se fait exactement comme ça et qu'ils tiennent vraiment compte des motivations et de ce à quoi l'enfant aspire, ce serait formidable. Sinon, à votre niveau, qu'est-ce qui devait être fait? Bon, d'abord pour moi, si j'étais à la place de l'État aujourd'hui, je demanderais d'abord mon enfant, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, tu aimes faire, par exemple, l'enfant va décider de dire, je veux faire avocat, je veux devenir un avocat. Ouais. Ok, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais sur le métier d'avocat? Et tu penses que ça va te permettre de faire quoi après? Bon, il faudrait que l'enfant sache d'abord de quoi il parle en fait. Okay. Parce qu'il y a, comme tout enfant, on a des rêves. On se dit on va être médecin, etc. Est-ce que tu sais ce que ça implique de devenir un médecin? Tu sais ce que ça implique de devenir un avocat? Maintenant, aujourd'hui, avant, il n'y avait que ces genres de métiers, des métiers techniques, médecins. Aujourd'hui, il y a trop de possibilités. Il y a des photographes, de l'audiovisuel. Voilà. Et beaucoup de jeunes aspirent à ça aujourd'hui. Donc, il ne faudrait pas qu'on reste dans, je ne sais pas, comment nos parents réfléchissaient avant. Parce qu'eux, ils ne voyaient que les formations techniques qui circulaient sur la toile. Aujourd'hui, il y a plein d'ouvertures, mais les parents se renferment pour dire que non, c'est des trucs nouveaux. Est-ce que mon enfant pourra vivre de ça après, etc., etc. Madame Idoyou, vous l'avez écouté, il y a l'aspect des parents qui revient, c'est-à-dire le choix du parent qui... Il peut l'imposer à l'enfant sans pour autant demander quelle est l'aspiration de cet enfant, qu'est-ce qu'il veut devenir. Et très souvent, ça peut conduire l'enfant à des échecs sur le plan scolaire. Est-ce que le parent doit décider pour son enfant en matière d'orientation? Je pense que le parent doit plutôt discuter avec l'enfant. Et c'est toujours intéressant quand on sait véritablement à quoi l'enfant également aspire, parce que c'est de sa vie qu'il s'agit. Donc, pendant des années, il va devoir porter ce choix de formation qu'il a fait et ce choix de profession qu'il a fait. Donc, c'est vraiment important de tenir compte de l'aspect non seulement motivation, mais également des passions de l'enfant, de la passion, de ce qui passionne l'enfant. Parce que en termes de métier, lorsque la passion n'accompagne pas le métier que nous faisons, ça ne permet pas en fait de pouvoir être résilient, parce qu'il y aura des moments difficiles. Qu'est-ce qui va permettre que cet enfant ne débranche pas de la filière qu'il a choisie ou de
de la profession qu'il a choisie. Il faut que l'enfant soit suffisamment passionné, qu'il soit un professionnel passionné dans son domaine pour pouvoir persévérer dans ce domaine-là. Donc, c'est important que le parent tienne compte de ce à quoi l'enfant aspire vraiment. Alors, est-ce qu'il faut attendre forcément l'obtention du baccalauréat pour orienter l'enfant? Qu'est-ce que le parent devrait commencer par faire déjà depuis le cursus scolaire de l'enfant, c'est-à-dire depuis son bas âge? Quel devait être le reflet du parent déjà en ce moment-là? Il faut dire qu'en termes d'orientation, il faut beaucoup tenir compte de la personnalité de l'enfant. D'accord? Donc, en tant que parent, c'est important que dès que l'enfant, même quand il est petit, qu'on tienne compte en fait de comment est-ce que mon enfant réagit. Est-ce que c'est un enfant qui est plutôt accommodant ou est-ce que c'est un enfant qui est dominant, qui a en lui cette capacité-là de diriger ce rôle de leader en lui déjà dès le bas âge. Parce que la personnalité aussi compte dans le choix de la profession en fait. Donc c'est bien que les parents non seulement regardent déjà dès le bas âge la personnalité de leurs enfants, mais qu'ils regardent également qu'est-ce qui intéresse mon enfant de façon générale. Donc ça permet également de détecter qu'est-ce que l'enfant aime. Maintenant, ensuite, en quoi est-ce que mon enfant est doué? Qu'est-ce qu'il fait naturellement, même lorsqu'il n'a pas appris? On sent que c'est quelque chose qui est en lui. Quels sont ses talents innés? Donc, c'est de petites astuces qui permettent déjà, dès le bas âge, de suivre l'enfant. Et en termes d'orientation, c'est toujours bien que, déjà au niveau du BEPC, qu'on puisse regarder, en fait, déjà dès là, qu'est-ce que l'enfant veut véritablement faire afin qu'il ait une bonne base déjà au niveau secondaire. Donc, il ne faut pas forcément attendre le bac pour orienter. D'accord. Et quel est le processus à suivre dans ce cas-là pour l'orienter? Alors, comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous faites appel par exemple à un conseiller d'orientation comme moi, nous prenons le temps de faire passer des tests à l'enfant, de lui faire des bilans. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des bilans qui permettent en fait de connaître à la fois la personnalité de l'enfant, quelles sont ses passions, quels sont ses talents et également quelles sont ses valeurs. Parce que tous ces aspects-là vont permettre en fait de pouvoir bien l'orienter dans le choix de ses études. Alors, Madame Sagbo, vous avez écouté un peu Madame Idowu qui a énuméré un certain aspect dans le processus de l'orientation. Aujourd'hui, on constate que des parents, c'est vrai, ils essayent d'orienter leurs enfants, ils essayent de leur imposer des choix parfois qui réussissent, bien qui aident l'enfant à réussir sur le plan professionnel. Mais dans le cas où ça ne marche pas à l'enfant, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne marche pas comment? C'est-à-dire le parent opte pour un choix pour l'enfant, l'enfant accepte, il commence peut-être, ou bien il suit le conseil du parent, mais au final, ça ne donne rien. Il aurait perdu du temps, inutilement, je trouve. Donc, je trouve que les parents ne devraient plus imposer leur choix aux enfants. Parce que beaucoup de parents vivent leurs rêves à travers la formation des enfants. Ce qu'il aurait aimé faire ou, je ne sais pas, peut-être pas par rapport à quelque chose, il n'a pas pu réaliser ce rêve. Il veut maintenant pousser son enfant à faire cela. D'accord. Donc, beaucoup de parents vivent leurs rêves à travers leurs enfants. Les enfants. Donc, ils ne devraient plus imposer. Si l'enfant décide d'être une coiffeuse aujourd'hui, par exemple, vous l'accompagnez. On peut faire la coiffure et être très heureux ou heureuse dans sa vie. D'accord. Donc, les parents devaient plutôt accompagner les enfants, mieux les orienter sur leur choix que de leur imposer un choix. D'accord. Alors, en temps, nous avons notre conseiller, notre psychologue qui nous a rejoint au bout du téléphone. Il s'agit de M. Joël Tokponou. Bonjour. Allô, bonjour M. Joël. Est-ce que vous pouvez essayer de parler un peu plus fort? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien aussi. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'orientation scolaire chez les nouveaux bacheliers. Et déjà, sur le point de vue, de votre point de vue psychologue, je voudrais savoir en quoi consiste l'orientation de façon générale. Merci. De manière générale, l'orientation scolaire, on va vous dire,
C'est une notion assez récente Oui. qui est intervenue il y a plus de 50 siècles et qui consiste donc à montrer à un individu ce qu'il doit faire, les filières dans lesquelles il doit s'insérer en tenant compte bien sûr de certains paramètres et en vue de son enlèvement professionnel. D'accord. Ce que je peux vous dire pour l'explication. D'accord. Alors, dans le cas scolaire, sur quelle base peut-on orienter un nouveau bachelier afin de mieux le conseiller dans le choix de sa filière? Merci. Déjà, il faut dire que le sujet que vous abordez parle de l'orientation après le bac. Et l'orientation après le bac, on pourrait dire que c'est une orientation déjà tardive. Parce que déjà, une première orientation devrait se faire au niveau primaire, à la fin du primaire bien sûr. Une autre orientation après le premier cycle, pour voir si effectivement la personne est sur la bonne voie. Ouais. Et donc, après le bac, ça devait être la dernière orientation avant l'aboutissement professionnel. Ok. D'accord. Ok. Alors, à qui incombe donc le choix est-ce à l'étudiant, c'est-à-dire au nouveau bachelier ou aux parents? Parce que parfois, on constate que le choix de l'enfant n'est souvent pas le choix du parent. Et qui doit s'éclipser pour laisser passer la volonté de l'autre? Il y a un petit problème à ce niveau. Allô? Ah, notre conseiller nous a lâché, certainement un problème de réseau. Nous allons voir si nous pouvons établir après encore la liaison. Mais en attendant, on revient sur le plateau. Vous avez écouté le conseiller, il a donné son point de vue sur ce qu'on appelle orientation. Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis. Ok. Comme il a dit, il faut que l'orientation démarre assez tôt. Ouais. Et ce serait intéressant si de plus en plus on en tient compte. Si c'est intéressant si on en tient compte déjà au niveau primaire. Ouais. Mais il faudrait très vite rattraper déjà au premier cycle du collège, parce que l'orientation après le bac, c'est parfois un peu tard, mais c'est pas totalement tard. Même là aussi, on peut toujours rattraper le tir. D'accord. Et dans ce cas, comme je le demandais au psychologue au téléphone, à qui le choix? Parce que si le parent veut, par exemple, que mon enfant soit un médecin et que l'enfant veut être un mécanicien, est-ce qu'il faut laisser passer la volonté du parent ou est-ce qu'il faut tenir rigueur? En fait, l'objectif, c'est que le parent et l'enfant comprennent en fait ensemble que c'est mieux dans l'avantage de l'enfant qu'il fasse telle ou telle filière. Donc, le choix, je vais dire que c'est un choix commun. Et comme je le disais tout à l'heure, les parents doivent être à l'écoute de leurs enfants et pouvoir accompagner maintenant l'enfant dans la voie qu'il doit véritablement suivre. Alors, dans votre cas, vous avez réussi. Et ça n'a pas posé de problème le fait d'avoir opté pour le choix de votre parent. Mais il y a des cas où, je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant ne réussit pas. Est-ce qu'il faut laisser le parent imposer son choix à l'enfant? Après qu'il ait Après qu'il ait le... Oui. Non, après qu'il ait le... C'est-à-dire déjà à l'obtention du bac. Après l'obtention du bac, non. Je le répète depuis, le parent n'a pas à choisir pour l'enfant. Il doit plutôt accompagner son enfant dans son choix. Oui, mais dans le cas où il impose son choix à l'enfant, qu'est-ce que l'enfant doit faire? Il va se rendre compte en fait que l'enfant le fait pour son plaisir et qu'il n'est pas épanoui dans ce qu'il a entrepris de faire. D'accord. Et même s'il arrive à obtenir tous les diplômes, dans la vie professionnelle, il aura trop de problèmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de suivi? C'est vrai que l'enfant a peut-être opté pour le choix de son parent, mais si en temps le suivi avait accompagné, ça pourrait peut-être recadrer un peu l'enfant dans ce choix-là. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de suivi qui se pose? Ça m'étonnerait parce que c'est un peu comme si on contraignait l'enfant à faire quelque chose. D'ailleurs, personne n'aime ça. Quand on te dit quoi faire, on te dit tu dois le faire, on est un peu frustré déjà. Donc l'enfant commence une formation en étant frustré
Et même, peu importe le suivi, je ne pense pas que ça le recadrerait à aimer ce qu'il fait. D'accord. Il faudrait déjà au départ qu'il aime. Et maintenant, s'il fait des erreurs, on peut le recadrer. D'accord. Il n'y a pas un problème de suivi. Vous, après l'orientation, c'est-à-dire quand vous encadrez un nouveau bachelier ou bien un jeune de façon générale, est-ce que vous arrêtez juste à la séance d'orientation ou bien vous devez le suivre sur une bonne période pour voir est-ce qu'il arrive à s'en sortir ou pas? Seulement le suivre. Mais là, vous êtes en train de parler dans le cas où l'enfant, dès le début, a fait ce qu'il faut. Mais comme elle le disait tout à l'heure, quand l'enfant, au début, a fait le mauvais choix ou s'est retrouvé dans une filière qu'il n'aime pas, c'est possible qu'il excelle dans cette filière. Mais il peut apprendre à aimer cette filière, mais ça ne lui permet pas forcément d'être épanoui dans ce domaine-là. Oui, mais après, supposons que l'enfant ait réussi plus tard. Mais tout de suite, quand vous finissez l'orientation, quelle est la procédure à suivre? Parce qu'il ne sert à rien de rassembler les jeunes, de leur dire, bon voilà, vous devez opter pour ci, voici, et qu'après, on ne puisse pas les suivre, les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs. Oui, en ce qui nous concerne, nous faisons de l'orientation personnalisée. Donc, c'est beaucoup plus facile de suivre les personnes qui viennent prendre des conseils d'orientation chez nous, qui ont fait des tests chez nous. C'est beaucoup plus facile de les suivre, de les accompagner à chaque fois, de prendre des nouvelles, de savoir où ils en sont, quelles sont leurs difficultés, etc. C'est un suivi qui se fait. Alors, il y a aussi nos internautes sur notre page WhatsApp de l'émission Pinden qui ont réagi également à la question du jour. On va essayer de lire quelques messages. Il y a déjà, voilà... Il y a Madame Guézo qui dit « Bonsoir à tous et à toutes. Une orientation, bon, elle veut certainement dire bonjour. Une orientation de nouveau bachelier consiste à aider ce dernier à trouver une orientation professionnelle afin de faire des études pouvant l'aider à rentrer dans la vie active plus tard. Le choix d'orientation revient d'abord à l'étudiant. Dans le cas contraire, le conseiller d'orientation pourra l'aider à trouver sa voie. Voilà. Par contre, les parents doivent accompagner et conseiller leurs enfants dans leur choix et en aucun cas leur imposer leur choix, car si l'enfant n'aime pas le choix, voilà, des parents, souvent leurs études se passent mal. On peut orienter un enfant en tant que parent en l'observant ou en fonction de ce que l'enfant aime faire. Sinon, un enfant qui sait ce qu'il veut n'a plus besoin d'être orienté. Par contre, beaucoup d'élèves lycéens ignorent quoi faire jusqu'au bac et dans ce cas, vaut mieux l'intervention d'un spécialiste. Je veux nommer un conseiller d'orientation. Elle a cité en France, c'est depuis la classe de 3e avant la seconde que l'établissement puisse savoir peut savoir déjà vers quelle série on peut l'orienter. Dans le cas contraire, il fera un lycée général et non professionnel, le temps de trouver ce qu'il aime et déjà, dès ce moment, l'élève est envoyé vers le conseiller d'orientation de l'établissement. Si après la classe de seconde, rien n'est décidé pour l'élève, l'établissement regarde à ses notes de classe et lui impose une série par rapport aux matières dans lesquelles l'élève excelle. Et enfin, après le bac et malgré toutes ces démarches, si l'enfant ignore toujours quoi faire, il suffit une formation carrément qui pourra durer entre 6 semaines et 8 semaines où il sera payé afin de trouver une formation qui ressemblera à peu près à quelque chose qu'il aime. Tout ceci pour dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui ignorent après le bac quoi faire comme études. Je pense en tant que parent, que nous sommes là pour accompagner nos enfants, les conseiller, les guider dans leur choix d'études à faire et non leur imposer nos choix. Parce que pour X raisons, on voudrait qu'ils réussissent là où ils ont échoué. Excusez-moi pour la longueur du texte, voilà, c'est vrai que c'est long, mais on a essayé de le lire, on a compris. Il y a également un autre contact qui nous dit ceci. L'orientation des nouveaux bacheliers consiste à les aider à faire le bon choix pour leurs études supérieures. Il s'agit de se baser sur leur savoir-faire et leur talent pour les orienter vers les filières adaptées
pour eux. Ce choix devrait être fait par les bacheliers eux-mêmes avec l'aide des parents et ou d'un conseiller en orientation. Les étudiants sont orientés en fonction de ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aiment faire et des domaines dans lesquels ils excellent. Il est important de faire comprendre à ses parents qu'une mauvaise orientation des enfants pourrait les perturber à tout jamais et qu'il faut qu'ils comprennent que les vocations varient d'une personne à une autre. Il y a également notre internaute Andrea Bachiumba qui dit ceci. Chers à tous, salut à vous sur le forum. L'orientation du bachelier se fera en tenant compte de plusieurs raisons. La carrière envisagée par ce dernier, la série du bac obtenue, voici la série du bac correspond à la carrière envisagée. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à lui selon le bac obtenu? Le choix doit lui être loisible afin qu'il ne se perde. Ainsi, les parents peuvent l'accompagner dans son choix et non lui imposer leur volonté. Je pense aussi que ce n'est pas à la suite du succès au bac que l'enfant va chercher l'orientation, va chercher à quel sait se vouer. Mais l'orientation devrait être progressive, participative et anticipée en se fondant sur les potentialités de l'enfant, sur les prédispositions pendant son cursus scolaire. Il faut aussi voir les filières porteuses liées à son choix. Mais pas voir que telle personne a réussi dans telle filière, il faut qu'il fasse telle autre. Pour ma part, c'est juste une contribution. Nous avons M. Boniface Nyonofon qui nous a également écrit et il dit « Concernant le potentiel ou les prédispositions de l'enfant, voici quelques questions clés. Est-ce que l'enfant a de la passion pour ce qui a rapport avec les recherches, l'investigation ou l'informatique ?» Il cite quelques filières, chercheurs, statisticiens, auditeurs, etc. Est-ce que mon enfant aime les relations d'aide ou l'humanisme? Et il cite également assistant social, psychologue, médecin, enseignant, professeur, pompier, etc. Est-ce que mon enfant est entrepreneur? Oui. Entrepreneur, voilà, communicateur. Là, il s'agit de filières comme la gestion de projets, le journalisme, etc. Est-ce que mon enfant adore tout ce qui est routine, les chiffres, le classement, les machines, etc., sans perdre de vue les perspectives d'emploi évoquées par l'ami en parlant des filières porteuses. Donc, c'est pour dire qu'il faut que l'enfant soit quand même doué dans un domaine avant qu'on ne l'oriente. Vous avez écouté un peu les avis des internautes, vos réactions? Alors, en général, ils sont sur la bonne voie dans leur contribution. C'est exactement ça. Il faut véritablement qu'on prenne le temps de savoir quelles sont les potentialités de l'enfant. Et c'est en fonction de ça qu'on l'oriente selon la large palette, en fait, des métiers qu'il peut faire, de la carrière envisagée. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la façon dont on oriente les enfants, qui n'est pas forcément la bonne manière. Qu'auriez-vous souhaité, par exemple, qu'on fasse dans ces séances d'orientation? Déjà, faire une séance d'encadrement pour les parents, pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à imposer leur choix, qu'ils doivent accompagner les enfants. Et après les séances d'orientation, que ce soit avec un conseiller, ou n'importe qui a un suivi, que ce ne soit pas un suivi d'une semaine, d'un mois, 6 mois, non. Qu'on suive au moins l'enfant jusqu'à l'obtention de sa licence, par exemple. D'accord. Donc, on ne les laisse pas parce qu'on a fait une petite séance et qu'on les laisse à eux-mêmes. D'accord. Donc, pour vous répéter, je vais dire, il faut savoir orienter l'enfant tout simplement. Oui. Et comment l'orienter, vers quelle filière l'orienter selon ses capacités. Oui. Dernier mot à vous aussi, bien votre mot de la fin. Bon, mon mot de fin, c'est il faudrait véritablement qu'il y ait une approche participative en fait entre les parents et les enfants. Il ne s'agit pas de... Parce qu'il faut que les parents investissent dans la formation et tout par rapport à leurs enfants. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des enfants qui sont contre des parents ou des parents qui sont contre des enfants. Il faut véritablement arriver à ce niveau-là où les deux sont en face de résultats tangibles de ce que l'enfant est capable de faire est capable de faire ça
et aiment faire ci et aiment faire ça. Et donc, en fonction de cela, maintenant, trouver ce consensus-là pour que l'accompagnement soit fait et que l'enfant soit véritablement encadré dans ce qu'il est en train de faire. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure votre mot de fin, mais on a entendu un internaute qui nous a dit qu'en France, par exemple, l'orientation se fait déjà depuis la classe de 3e. Est-ce que chaque école aujourd'hui devrait avoir peut-être, c'est pas un cabinet de conseil en orientation? Oui, c'est très important. C'est très important. Ça va limiter les dégâts. Ça va permettre aux enfants de vite se mettre dans le domaine qu'il faut. Et ça va aussi permettre aux parents de ne pas trop gaspiller de l'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Lorsque l'enfant est mal orienté, il fait toute une formation juste pour plaire aux parents. Les parents investissent et après, quand l'enfant a les moyens de se réorienter, maintenant il se réoriente et le parent se rend compte qu'il a investi pour rien pendant des années. Et il y a l'enfant aussi qui investit son énergie, son temps à apprendre et après il se rend compte que c'est pas ça qu'il a envie de faire. C'est pas ça qu'il veut faire. Est-ce qu'on a beaucoup de conseillers en orientation aujourd'hui sur le plan national? Alors, pas beaucoup, mais il y en a quand même. Alors, merci beaucoup à vous, Madame Sarah Ido Djomacmo. Je rappelle que vous êtes conseillère en orientation scolaire. Merci pour tous vos apports, j'allais dire, à ce débat. Merci également à vous, Madame Shelomi Sagbo. Vous êtes ancienne bachelière. Vous avez partagé avec nous votre expérience. Une expérience à répéter si ça revient? Non. Merci et je vous souhaite une très belle journée, chère dame. Merci. Merci d'être venue sur BB24. Merci.